Et on revient sur ce 8 mai tout de suite avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Laurent Joly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'extrême droite et du régime de Vichy, directeur de recherche au CNRS. Vous signez Une jeunesse sous l'occupation qui vient de sortir chez Grasset, que vous avez co-signé avec celle qui y raconte sa jeunesse, qui s'appelle Alice Mendelssohn, qui n'a pas pu être avec nous ce matin sur ce plateau et qu'on salue. Il y a 78 ans aujourd'hui, le 8 mai 1945. Alice Mendelssohn a 19 ans. Elle garde de cette journée ce souvenir, je la cite, d'une impression délirante, comme si mon corps n'était pas assez grand pour contenir toute la joie qui voulait s'y exprimer. Une joie ambivalente toutefois, tant Alice comme des millions de personnes ici en France, mais dans le reste du monde, viennent de vivre presque 6 ans d'horreur absolue. Oui, alors Alice avait 19 ans, presque 20 ans, puisque Alice, qui nous regarde ce matin, est née le 21 juillet 1925, donc elle avait presque 20 ans et elle sortait effectivement de plusieurs années de persécution, de traque. Dans ce livre, elle raconte l'histoire de ses parents. Son père a été arrêté en 1942. Elle et sa mère ont échappé par miracle à la rafle du Veldiv. Quand je dis par miracle, c'est vraiment parce qu'il y a eu dans son immeuble, dans le 18e arrondissement, toute une solidarité qui leur a permis, alors même qu'elles sont restées enfermées dans leur appartement pendant plusieurs jours, elles ont pu rester dans leur appartement pendant quelques jours, partir en zone libre, grâce à une voisine antisémite qui les a aidées. Enfin voilà, il y a eu tout un environnement favorable. Et puis ces 2 années de traque. La mère d'Alice était juive, polonaise, elle parlait mal le français, donc ça a été très très dur pour elle. Alice a eu plus de chance, puisqu'elle était, elle, française, elle était monitrice de colonie de vacances. Elle a fini par rentrer dans la résistance, dans la région de Limoges. Elle a participé au combat de la Libération et elle retrouve Paris. Et elle va participer effectivement à ce qu'elle appelle la fête de la victoire, le 8 mai 1945. Une histoire qui est un drame et un miracle, vous fait-elle écrire, Laurent Joly. L'histoire d'Alice Mendelssohn, c'est une histoire de la haine et de l'antisémitisme ordinaire sous le régime de Vichy. Oui, il y a tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on a pu faire pour ce livre avec Alice, que je connais depuis plusieurs années, j'ai rencontré Alice il y a plus de 5 ans parce que j'avais fait un petit travail sur la délation pendant la guerre. Et il se trouve que je parlais de la délation qui a visé son père. Son père était coiffeur, rue d'En-Raymond. Et son magasin a été mis sous administration, ce qu'on appelait administration provisoire. Il y avait une ordonnance des Allemands, 40, qui obligeait les commerces juifs à avoir une affiche sur les magasins qu'on voit souvent dans les documentaires. Et l'administrateur provisoire était plutôt gentil. Et il l'a laissé continuer à travailler. Et il y avait un autre coiffeur dans la rue qui a considéré que ce n'était pas juste qu'il y ait 2 coiffeurs. Donc vous voyez que c'est un prétexte assez misérable, assez banal. Le coiffeur rival, il n'est pas forcément antisémite, mais enfin, il trouve que c'est scandaleux et il voit qu'il est juif, donc il n'a plus le droit d'exercer et il va faire une délation. Puis ensuite, une deuxième. Alors, le hasard a voulu que je trouve les 2 lettres de délation. Que Alice Mendelssohn n'avait jamais vu, n'avait jamais lu. N'avait jamais lu. Alors en 2017, on en avait découvert une première. Donc là, elle m'avait écrit. C'est comme ça que j'ai rencontré Alice. Et puis quand on a fait ce livre avec Alice, j'ai fait de nouvelles recherches. J'en ai trouvé d'autres. Donc on trouve toute l'enquête. Ça, c'est assez rare de trouver des documents comme ça parce qu'il y a la description de la boutique, on voit toutes les démarches du délateur. Et ce délateur, en plus, va être jugé à la Libération, ce qui est aussi exceptionnel, même s'il va être acquitté, ce qui est très injuste. Mais on a comme ça plein de sources sur cette histoire qu'effectivement Alice avait assez peu connue à l'époque. Sa mère l'avait préservée de ce souci qu'elle avait, puisqu'en plus ce délateur les menaçait, était très agressif. Oui, pour la petite histoire, ce délateur mourra de sa belle mort, si j'ose dire, dans les années 2000. Alors vous l'avez dit, il a écrit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il insiste. Même contre finalement les autorités qui au début ne sont pas spécialement enclines à aller arrêter le père d'Alice Mendelssohn et finalement effectivement il est arrêté puis déporté, sauf que ça ni sa femme ni sa fille ne le savent pendant plusieurs années. Oui, alors elles savent quand même qu'il est déporté, mais on ne sait pas vraiment où. On sait pas vraiment où. Donc il est passé à Drancy. Ensuite il a été envoyé à Compiègne, donc ce qui a été le cas de quelques centaines de Juifs en début 42. Et donc il est déporté. C'est l'un des premiers convois qui part de France pour Auschwitz le 5 juin 42. Il y a donc l'incertitude. On n'a pas de nouvelles.
Et il y a une inquiétude mêlée d'espoir. Et donc, elle reste à Paris avec sa mère parce qu'elles espèrent avoir des nouvelles. Et puis très vite, il y a l'étoile jaune, il y a la rafle du Veldiv. Et il faut partir. Voilà, juillet 42, elles finissent par pouvoir partir dans la région de Limoges. Et pourtant, cette histoire, l'histoire d'Alice Mendelssohn est dingue pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, elle n'a pas nourri sa vie après la guerre de la haine qu'elle aurait pu légitimement avoir vis-à-vis de ce délateur ou de tous les délateurs en réalité. Elle a décidé de s'en extraire. Oui, alors Alice, quand on la connaît, on ne peut que l'aimer. C'est une femme extrêmement rayonnante et qui a décidé effectivement de choisir le bonheur. Et alors, elle dit toujours que le choix du bonheur, c'est presque un choix imposé parce qu'il y a eu des millions de personnes qui n'ont pas eu ce bonheur, qui ont été détruites, qui ont été exterminées. Et donc, face à ça, il faut choisir la joie et le bonheur. C'est vraiment la ligne directrice d'Alice, même s'il y a une angoisse permanente dans sa vie. Et c'est cette tension-là qu'on retrouve souvent chez les témoins, chez ces grands témoins qui sont encore là. Cette tension-là entre ce drame, cette blessure, parce que la perte de son père, c'est une blessure qu'elle a portée toute sa vie, et le choix de la joie, du bonheur, et se réjouir de tout ce que la vie peut offrir de beau. C'est vraiment ça la ligne. Et alors Alice, ses parents c'est vraiment vraiment la définition même des immigrés qui veulent s'intégrer en France. Et Alice est devenue amoureuse de la langue française toute petite. Elle est conteuse, elle est devenue conteuse après sa retraite, et son rêve était de devenir enseignante. Elle a été professeure de lettres. Donc on voit que son amour de la France, de la langue française, a été son métier. Et elle a dit, voilà, c'est là que je me suis vraiment trouvée dans ma vie, c'est quand elle a été professeure de lettres à Montaigne, elle s'appelait Madame Roman, elle a laissé un grand souvenir à tous les élèves qu'elle a eus pendant des décennies. Donc voilà, elle a trouvé le bonheur aussi dans cette transmission. Oui, ses parents, qui étaient des juifs polonais, arrivés en France au début des années 20, qui pensaient d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, que rien n'allait leur arriver dans la patrie des droits de l'homme. L'histoire d'Alice est touchante, bouleversante aussi, parce que c'est quelqu'un, bien qu'elle ait choisi le bonheur, qui se pose les mêmes questions depuis 80 ans, et notamment pourquoi ses parents... Quand les choses ont commencé à monter, pourquoi n'ont pas quitté leur salon de coiffure et Paris au début des années 40 ? Alors ça, c'est la grande angoisse et la grande inquiétude. C'est une question qui revient souvent avec Alice. Et j'ai l'impression qu'on a travaillé plusieurs mois sur ce livre avec elle, qu'on a les réponses, en fait. Parce que quand on regarde le dossier de spoliation du commerce de son père, on se rend compte que, en fait, c'est une sorte de piège qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il pourrait s'en sortir. Il a un administrateur provisoire qui est plutôt sympa, qui le laisse continuer à travailler. Donc, comme ça ne s'est pas trop mal passé au début, je pense qu'il a été mis en confiance. Il s'est dit, je vais m'en sortir, ça va. Bon, il y a la persécution, il y a des mesures, mais je vais les surmonter. S'il y avait eu d'emblée une persécution féroce qui s'abat sur lui, peut-être qu'il serait parti comme... Alice raconte que son fiancé, ses parents, eux, ils ont rien à gagner. Ils partent. Mais lui, il avait son salon de coiffure. Il pouvait continuer à travailler. Il arrivait à s'en sortir. Et sans doute que ça l'a pris piège. Et on voit que c'est presque sismographique. On voit que ça dure pendant 2 mois, cette histoire de délation. Le délateur, il n'arrive pas à ses fins. Il y a des avertissements. Il ne les entend pas, Ishek Mendelssohn. Il reste et finit par être arrêté. Il pense que ça ne peut pas lui arriver parce que il y a déjà 3 policiers qui sont venus, qui ont laissé courir. Donc voilà, c'est un peu le côté ambivalent d'une persécution un peu douce dont il n'a pas vu tous les signaux. Votre livre raconte aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les conséquences des lois antisémites et du régime de Vichy, des actions du régime de Vichy à l'égard des Juifs à la fois français et étrangers en France, ont eu des conséquences. Après 1945, et notamment les conséquences de la spoliation, la mère d'Alice s'est battue pendant des années pour récupérer leurs biens, d'ailleurs quasiment en vain, mais ce n'est pas en 1945, évidemment, que les menaces qui pèsent sur les Juifs français et étrangers de France s'arrêtent d'un coup de baguette magique avec la Libération. Oui, absolument. Là aussi, c'est là où on se rend compte qu'on trouve plein d'archives. Et avec Alice, on a pu travailler sur ce qui se passe à l'après-guerre. On se rend compte qu'il y a plein de dossiers. Des demandes d'allocation pour dommages mobiliers dus à la guerre, récupérer le commerce, récupérer la boutique, l'appartement.
Les meubles. Les meubles. Enfin, on a appelé ce chapitre les combats de ma mère, parce que Alice se dit, moi, j'avais 20 ans, j'étais amoureuse, je faisais mes études, et j'avais pas pris la mesure de ce qu'a dû faire ma mère. C'était pas les miens. Et on se rend compte aussi que la persécution a des effets sur le physique. C'est-à-dire qu'on a trouvé des rapports médicaux sur sa mère. Elle sort usée psychologiquement, physiquement de ces 2 années de traque, et elle va devoir lutter, mais pied à pied, pour récupérer tout ce à quoi elle a juste droit. Et ça va prendre des années. On se rend compte que, par exemple, la demande d'allocation pour dommages mobiliers, elle a tout perdu. C'est refusé en 1954. Ça fait 8 ans qu'elle a déposé le dossier, qu'elle se bat. Et finalement, elle va l'obtenir parce que sa fille, elle va être considérée comme résistante militaire. Elle n'a pas fait grand-chose comme résistante militaire, mais c'était le seul truc qui pouvait faire qu'elle avait droit à ce... Donc voilà, on découvre tout cet aspect-là de l'après-guerre, sur lequel il commence à y avoir beaucoup de travaux, mais qu'on connaissait encore relativement mal. D'ailleurs, ce livre d'Alice Mendelssohn, en tout cas son propos, est aussi une grande déclaration d'amour à sa mère, dont elle a compris après coup, effectivement, peut-être les combats. Je crois qu'elle n'avait pas vraiment jamais raconté cette jeunesse-là, en tout cas pas comme ça. Elle a 97 ans aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle le fait maintenant et pourquoi est-ce qu'elle vous a confié à vous son histoire? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois que c'est une histoire d'amitié. Oui, je la connais depuis longtemps et j'avais fait un film avec David Cornbrosa sur la rafle du Veldiv. On est allé l'interroger. Alors finalement, on n'avait pas retenu son témoignage, on en avait d'autres. Et à cette époque-là, c'était en 2020, Alice m'avait dit « je voudrais faire un livre, je voudrais faire quelque chose ». Alors j'en ai parlé à mon éditeur, à Grasset. Et voilà, ça s'est mis en place. Ça fait des années qu'Alice écrit des poèmes, écrit des contes, inspirés de sa vie pendant la guerre. Donc tout ça a nourri ce petit livre. Elle parle aussi, comme beaucoup de survivants, de la culpabilité d'avoir survécu. Est-ce que c'est l'une des explications aussi au fait de ne s'être pas permis de raconter son histoire pendant longtemps? Oui, Alice, elle le dit au début du livre, elle a mauvaise conscience parce qu'elle n'a jamais joué le rôle du témoin. Vous savez, on attend, en plus Alice parle très bien, elle a été enseignante pendant des années, on l'imagine tout à fait aller dans les écoles pour raconter ce qui s'est passé pendant la guerre. Elle n'a jamais voulu faire ça. Et elle a mauvaise conscience. Elle s'est dit, je ne suis pas une bonne militante de la mémoire. Et donc, ce livre, c'est aussi une réparation. Voilà, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je ne suis pas allé témoigner dans les écoles. Elle a fait, par mon intermédiaire, une intervention un jour au mémorial de la Shoah, vous voyez, mais c'est tout. Et elle est allée au mur des noms, voir le nom de son père, mais c'est pas plus que ça. Et voilà, ce livre, c'est aussi une manière de laisser une trace de ce qu'elle a vécu et de faire comprendre ce qu'a vraiment été la réalité très concrète de la persécution. Parce qu'il y a ces zones d'ombre terribles, il y a aussi ces zones d'espoir. On se rend compte que dans la persécution, il y a des mailles dans le filet, qu'elle a pu comme ça, elle a pu être monitrice de colonies de vacances, ça paraît dingue. 1942, on est juif, mais on est monitrice de colonies de vacances. Donc c'est aussi tout ça que ce livre raconte. D'ailleurs, la carte d'identité derrière vous, ce sont ces faux papiers, ceux qui lui ont permis... Voilà, elle a des faux papiers, mais elle a aussi des vrais papiers. Oui. En 1944, elle arrive à faire renouveler parce que à la mairie, il a se filer, elle n'a pas le tampon juif, alors qu'il y avait une loi de Vichy qui obligeait depuis décembre 1942 à avoir le tampon juif, grâce à un contact. Donc elle a à la fois des vrais papiers, des faux papiers. Ça, c'est aussi très représentatif de la vie des Juifs pendant la guerre. On est le plus souvent semi-clandestins. Des petites histoires dans la grande histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurent Joly d'être venu nous parler de ce livre et d'Alice Mendelssohn, donc Qu'on salue si elle nous regarde, on pense à elle. Et ce récit, donc une jeunesse sous l'occupation qui résonne évidemment aujourd'hui en ce 8 mai, 78 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, et ce livre qui sort aujourd'hui, non, qui sort pas du tout aujourd'hui, qui sort il y a quelques jours chez Grasset. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup. Et à bientôt. On se retrouve nous juste après la pause pour la suite de Paris Direct avec Damien Coquet.